C'est finalement du 19 juin au 6 juillet que se tiendra le premier procès dans l'affaire des biens mal acquis. Accédant à la demande de report de la défense, qui n'avait bénéficié que d'un délai de 8 semaines pour préparer l'audience, le tribunal correctionnel de Paris a décidé mercredi du report du procès de Théodorin Nguema Obiang, fils du président de la Guinée équatoriale et vice-président du pays. 9 audiences sont prévues devant la 32e chambre du tribunal. Ancien ministre de l'Agriculture et des Forêts, promu fin juin vice-président par son père Théodoro Obiang Nguema, le prévenu est poursuivi pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et une amende qui pourrait atteindre quelques 50 millions d'euros, mais conteste les infractions qui lui sont reprochées. Le fils Obiang Nguema est accusé de s'être bâti frauduleusement un important patrimoine en France. Hôtels particuliers, voitures de course et de luxe, costumes de marque par dizaines, jets privés. L'enquête, ouverte par des plaintes des associations Sherpa et Transparency International, a mis au jour l'ampleur des biens et de dépenses somptuaires qui restent très éloignés du quotidien de la Guinée équatoriale, petit pays pétrolier d'Afrique centrale dont plus de la moitié des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Quand il est à Paris, Théodorin Obiang, éternel célibataire au look savamment étudié, dépense des mallettes entières de liquide chez les couturiers de l'avenue Montaigne. Au terme de l'instruction, les juges ont estimé que son patrimoine, évalué à plus d'une centaine de millions d'euros, ne peut avoir été financé par ses seuls revenus officiels, mais est issu des détournements de fonds publics, de la corruption. Un besoin urgent en financement menace les progrès enregistrés dans le monde dans la lutte contre le paludisme. C'est la mise en garde faite par l'OMS dans son rapport présenté mardi sur cette maladie responsable de 429 000 morts en 2015. Entre 2010 et 2015, le nombre de nouveaux cas a chuté de 21% et la mortalité de 29%, mais il y en avait toujours 212 millions en 2015, notamment en Afrique subsaharienne, souligne l'Organisation mondiale de la santé. Le rapport qui doit être présenté à Londres ajoute que l'Afrique subsaharienne supporte une part disproportionnée de la charge mondiale du paludisme, avec en 2015 90% des cas de paludisme et 92% de décès. L'OMS constate malgré tout des progrès, en particulier dans l'accès aux soins préventifs et au dépistage en Afrique subsaharienne pour les enfants et femmes enceintes, des populations particulièrement exposées à cette maladie potentiellement mortelle causée par une piqûre de moustiques infectés. L'OMS s'inquiète par ailleurs de la résistance grandissante des moustiques aux traitements et aux insecticides. Selon l'organisation, des cas de résistance à l'artémisinine, le traitement standard, ont par exemple été détectés dans 5 pays de la sous-région du Grand Mékong, au sud-est de l'Asie. Au sol, en toiture ou sur eau, les projets solaires ont fleuri ces dernières années au Japon, pays pauvre en ressources, avec le fort soutien du gouvernement. Des milliers de panneaux solaires posés sur une vaste étendue d'eau, la plus grande centrale solaire flottante du Japon, à 1 heure de Tokyo, est censée refléter les ambitions du pays dans les énergies renouvelables, une étiquette écolo cependant brouillée par la place accordée au charbon. Comme il y a beaucoup de lacs artificiels et réservoirs d'eau pour l'agriculture au Japon, nous avons entrepris depuis 2014 chez Kyocera de développer sur l'eau des méga-projets d'énergie solaire photovoltaïque. À rebours des autres grands pays industrialisés, le Japon finance généreusement les projets des centrales à l'étranger et investit aussi sur son propre territoire avec 47 initiatives programmées selon le groupe européen d'experts indépendants E3G. Après la catastrophe de Fukushima, il y a eu un engouement pour les énergies renouvelables et le gouvernement a clairement appuyé sur l'accélérateur. J'ai le sentiment qu'il met un frein à cette politique et concentre ses forces sur la relance du nucléaire et la construction de nouvelles centrales à charbon. Ce sentiment, évoqué par Kimiko Hirata, est confirmé par un rapport publié mi-novembre en marge de la COP22 à Marrakech qui classe le Japon parmi les très mauvais élèves de l'action climatique. Les écologistes, eux, sont moins optimistes car le Premier ministre Shinzo Abe, outre sa volonté de relancer le nucléaire sans grand succès jusqu'à présent, poursuit une obsession peu compatible avec un monde plus vert, le charbon, même si les firmes nippones ont mis au point des technologies permettant de réduire la pollution.